Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture au XXIe siècle. Aujourd'hui, nous allons parler de greffage, que ce soit en arboriculture ou dans les vignes. Comment fonctionne cette technique? Quels sont ses défis? Ce sera notre dossier du mois. On enchaînera avec notre chiffre déchiffré où on va faire le lien entre élevage et production de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, dans notre sujet filière, nous allons suivre le parcours d'élevage des agneaux avant de se retrouver avec notre nouvelle rubrique, le rendez-vous agriculture et son invité du mois. Voilà pour le sommaire, il est temps maintenant d'aller rencontrer nos invités du jour. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir accepté notre émission. Je commence par notre invitation plutôt que l'émission, mais ça va ensemble. François Monin, vous êtes député Le Centre et directeur d'Agri-Jura. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Avec vous sur ce plateau, Danilo Christen, ingénieur agronome et responsable du groupe de recherche en arboriculture à Agroscope. Bonjour. Bonjour. Et puis François Montet, président de la Fédération Vigneronne Vaudoise. Bonjour et bienvenue. On parle donc aujourd'hui de greffage, que ce soit en arboriculture ou dans la vigne. Mais le greffage, concrètement, qu'est-ce que c'est, Danilo ? C'est une façon de propager du matériel de façon végétative. Donc, en fait, on met un pied, on greffe, on met un greffon, une variété sur un porte-greffe. Le porte-greffe a les pieds dans la terre et la variété en soi, elle est en dessus. Donc voilà, ça c'est la meilleure façon en fait de propager du matériel de façon végétative. Et le greffage, ça vient d'où, François ? Le greffage, en fait, il était imposé en viticulture avec l'apparition du phylloxéra au milieu des années 1800. Avant ça, il n'y avait pas de greffage, donc les vignerons simplement récoltaient des sarments, les éborgnaient, replantaient en vigne et puis multipliaient ainsi différents cépages. Et puis c'est l'apparition du phylloxéra qui a imposé le greffage de façon à avoir le pied de la vigne américaine qui est résistante au phylloxéra. Mais comme ce n'était pas très intéressant au niveau gustatif, on fait simplement greffer des boutures de cépages européens. Mais en fait, c'est l'apparition d'un ravageur qui a imposé... C'est ce parasite, finalement, qui a permis, si je puis dire, de créer le greffage. Autrement, je pense qu'en viticulture, on ne pratiquerait pas le greffage actuellement. Est-ce qu'il y a des végétaux qui sont greffés, d'autres qui sont plantés, d'autres qui sont semés? Comment est-ce qu'on fait la différence, Danilo? On peut aussi semer des arbres, il n'y a pas de souci. Nous, on le fait d'ailleurs dans notre programme d'amélioration génétique, où on récupère chaque pépin qui a un individu séparé, et on le plante, mais ensuite, pour une question de productivité, d'entrée en production plus rapide, on préfère greffer et puis avoir une meilleure production. C'est un petit peu différent pour l'arboriculture, les raisons. On est plutôt dans des raisons techniques et de production. On est passé de hautes tiges avec du bétail qui était sous la prairie, sous les arbres, à des vergers piétons. On appelle des vergers piétons, en fait. Et c'est surtout des raisons de production. On a pris des porte-greffes nains, et puis c'est pour ça qu'on a des petits arbres maintenant, enfin des basses-tiges, en fait, comme on les appelle. Donc c'est des questions de production, de facilité aussi de taille, de facilité de récolte, et c'est un petit peu moins le cas comme pour la vigne, le phylloxéra. Mais on peut semer et greffer, c'est égal. Et pourtant, on le verra après dans le sujet, mais c'est un procédé assez complexe que celui du greffage. Les avantages, les inconvénients de ce greffage, François Monin ? On le voit dans les deux discussions, tant dans la vigne que dans l'arboriculture. Finalement, l'avantage du greffage, c'est
qui permet, ou le porte-greffe, donc qui va supporter le greffon qui sera dans la terre, peut amener des avantages en termes racinaires, en termes de lien avec le climat, avec le sol, de résistance dans le cas de la vigne au phylloxéra. Et le greffon lui-même permet d'amener une production fruitière, arboricole, de raisins pour la vigne, qui est plus proche de ce que le consommateur demande, ce que le porte-greffe peut-être ne pourrait pas lui amener. Donc cette flexibilité, c'est aussi un atout par rapport à notre époque avec ces changements climatiques, j'imagine. Exactement, ça permet de faire la recherche sur le porte-greffe, sur des questions, par exemple, de sécheresse ou de résistance au manque de pluie, et puis en même temps de continuer de développer au niveau du greffon des caractéristiques qui sont demandées par le consommateur ou qui facilitent la récolte ou qui amènent certaines caractéristiques au produit fini. Alors je vous propose bien tout de suite de se pencher sur le greffage. Qu'est-ce que c'est concrètement? Avec des explications d'experts, régulièrement attaqués par de nouveaux parasites, il a fallu trouver le moyen de protéger la vigne notamment, et c'est ainsi que le greffage est né, comme on l'a dit. Et c'est le responsable du groupe de recherche viticulture à Agroscope, Vivian Zufferey, qui nous l'explique. La multiplication de la vigne peut se faire de deux manières, soit par la voie sexuée, c'est-à-dire à partir de pépins qui sont issus d'une hybridation, donc un croisement de cépages. Ce n'est pas la voie la plus utilisée, c'est plutôt par voie végétative qu'on multiplie la vigne. Et là, il y a différentes techniques, ça peut être le bouturage, le provinage, etc. Mais la façon la plus usuelle, c'est le greffage de la vigne, qui est la voie de la multiplication végétative de la vigne. Le greffage est apparu à la fin du XIXe siècle suite à l'importation accidentelle d'un ravageur, d'un insecte des États-Unis qui a attaqué le système racinaire de la vigne européenne. Et ça a fait des ravages extraordinaires. La vigne américaine n'était pas sensible à ce ravageur. Donc il a fallu trouver une parade à cela. On a pensé à la lutte chimique dans les sols pour détruire cet insecte, sans succès. Et on a essayé également de faire des croisements de cépages de vignes américaines avec des vignes européennes pour lutter contre ce ravageur. Et là aussi, on avait des goûts en vin qui étaient un peu fauxés, c'est-à-dire pas très habituels. Donc on a abandonné cette voie. Et à la fin, le greffage est apparu comme la solution pour lutter contre le phylloxéra, ce ravageur. Le greffage, c'est un procédé qui permet d'assembler la vigne américaine, qui va donner le porte-greffe, avec le greffon, qui est le cépage, et de tirer avantage en fait du porte-greffe américain, de cette vigne américaine qui résiste aux pucerons, aux attaques du puceron. Et puis, tout en gardant les caractéristiques organoleptiques, donc la qualité des vins d'une vigne européenne. Le porte-greffe joue un rôle crucial dans le développement de la vigne, puisque c'est lui qui va déterminer le développement racinaire en profondeur de la vigne, pour des éléments comme l'azote, pour l'eau notamment. Donc il va conférer indirectement une vigueur à la vigne. Et puis également, il faut adapter, chaque viticulteur va devoir adapter le cépage et le porte-greffe au terroir, selon ses conditions d'environnement du lieu. Actuellement, il n'existe plus de vignes franc de pied, c'est-à-dire sans greffage, parce qu'en fait, la présence du puceron est bien là, partout, quel que soit le vignoble, en Suisse ou dans le monde entier. Depuis de nombreuses années, on a créé des stations viticoles justement pour faire face à ces nouveaux fléaux que sont le mildiou, mais aussi le phylloxéra. Et notamment, le canton de Vaud a été précurseur dans cette démarche en créant la station viticole de Lausanne en 1886. Et actuellement encore, Agroscope continue ses recherches sur les porte-greffes pour accompagner la profession face au changement climatique. Ça a été dit dans le sujet, la station viticole de Lausanne, créée en 1886, qui a joué un rôle de pionnier dans la recherche contre les parasites et le développement des techniques dites de greffage. Danilo, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la recherche ?
Alors, en Suisse, on ne fait pas tellement de recherche sur les porte-greffes, hein, donc on importe plutôt des porte-greffes de programmes internationaux et on les teste sous nos conditions. En fait, c'est très très long de développer un porte-greffe. Une variété, c'est déjà 25 ans, et puis un porte-greffe, c'est 40-50 ans. Donc, il y a très peu au monde de centres de recherche qui font de la sélection pour des nouveaux porte-greffes. Puis on imagine que si on développe quelque chose sur 25 ans, mais au bout de 25 ans, les conditions auront certainement changé. Ben, surtout les conditions climatiques. On a parlé des maladies et des ravageurs. C'est clair que c'était important au début 1900, quand ils ont développé ce genre de porte-greffe. Maintenant, en fait, je pense qu'il faut qu'on aille vraiment dans la direction du changement climatique. Donc on va très certainement changer nos porte-greffes et avoir des porte-greffes plus tolérants à la sécheresse. Et simplement à du calcaire aussi dans le sol, des choses comme ça. Mais le changement climatique, pour moi, le porte-greffe a de l'importance aussi par rapport à cette tolérance à la sécheresse. Oui, on l'a bien vu, il y a cette flexibilité qui est hyper importante avec cette technique. François Montet, vous qui êtes tous les jours dans vos vignes, hein, et ça se voit à votre teint, on l'a déjà dit, le greffage, c'est une technique qui évolue malgré tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de la même manière depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire que le greffage en soi-même, il y a tous des procédés, disons, mécanisables qui ont évolué, mais la greffe proprement dite, elle se fait toujours d'une façon manuelle avec l'œil du greffeur, parce qu'il y a des questions de taille et de forme de bois qui sont compatibles entre le porte-greffe et le greffon. Je rejoins aussi M. Christen au niveau du choix des porte-greffes, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, c'était surtout dicté par les taux de calcaire dans le sol, qui sont en général invariables, et puis par des problèmes de vigueur. Actuellement, c'est vrai qu'il y a des recherches qui se font pour trouver des nouveaux porte-greffes par rapport au changement climatique. C'est exactement la même chose qu'en arboriculture, c'est-à-dire sécheresse, manque d'eau, concurrence de l'herbe. Mais disons qu'il n'y a pas eu d'évolution significative dans le procédé, c'est plutôt des étapes de la chaîne du greffage, de la mise en pépinière qui ont évolué, qui sont fortement mécanisées, mais le greffage en soi-même, le choix du porte-greffe, parce que c'est pas des cylindres parfaits, c'est toujours un peu ovalisé, c'est plus ou moins ça. Alors il y a des techniques pour choisir. Il faut vraiment de la finesse. Hein. Oui, mais ça, actuellement, il n'y a que l'œil humain qui peut faire ça. François, oui, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que ce qu'on entend, ça fait justement le lien avec le sujet sur le CO2 que l'on aura après. Dans l'agriculture et puis dans l'alimentation de façon générale, on parle souvent de changement climatique parce qu'on serait responsable d'une partie de ce changement climatique par nos émissions de carbone. Mais ce qui intéresse finalement la recherche et puis surtout les producteurs ou les personnes qui sont dans la pratique, c'est finalement de pouvoir développer des variétés, ici on est en production végétale, qui sont plus résistantes à ce changement climatique, qui permettent l'adaptabilité ou l'adaptation à ce changement climatique. Et puis là, c'est le rôle ou notre rôle de la défense professionnelle ou de la politique de façon générale, de pouvoir mettre les moyens aussi tant pour la recherche et la pratique. Exactement. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir sur le terrain. On parlait de mécanisation, d'évolution, mais on va voir comment ça se passe concrètement avec deux agriculteurs en route pour les communes vaudoises de Vic et Founet. Bienvenue sur notre exploitation qui se trouve sur la commune de Vic. Alors, chez Europlan, nous produisons à peu près 15 000 arbres fruitiers de toutes sortes, petits fruits, destinés à la vente aux particuliers et aux professionnels. Alors, la méthode de multiplication utilisée pour les arbres fruitiers, c'est le greffage principalement, parce que ça nous permet de garder les caractéristiques des variétés, ce qui n'est pas le cas par du semis. Si on prend un pépin d'une golden et qu'on le sème, on n'aura pas une golden simplement parce que c'est le résultat d'une pollinisation qui est extérieure. La méthode principale de greffage qu'on utilise chez nous, c'est l'écussonnage. Donc c'est une greffe qui va se faire courant août, en début et mi-août, et qui va se faire en plein champ. Alors pour ça, on plante des porte-greffes. Donc la porte-greffe, c'est notre support, c'est la partie racinaire de notre arbre, qui aurait été élevé une année auparavant. On le plante courant mars. On va laisser se développer ce porte-greffe jusqu'au mois d'août, afin qu'il fasse des bonnes racines et puis qu'il pousse un peu. Et à partir d'août, on va venir faire notre écussonnage. Et l'écussonnage, le principe, c'est d'insérer un bourgeon de notre variété sous l'écorce de ce porte-greffe, qui est du coup notre support. À la suite de ce greffage, du mois d'août, on va encore élever notre arbre pendant 2 ans avant de pouvoir le vendre. Donc à ce moment-là, on va passer par plusieurs étapes de taille et de formation et d'entretien dans nos cultures.
Voilà le résultat après une année d'élevage. Donc on s'aperçoit encore qu'on voit le porte-greffe qui est ici lors de terre, l'autre point de greffe et la variété qui a poussé pendant la saison. Et ça, c'est l'autre pousse de l'année. Notre deuxième moyen de multiplication, de greffage qu'on utilise en pépinière, c'est la greffe qu'on appelle anglaise ou anglaise améliorée. Donc contrairement à l'écussonnage qu'on a vu tout à l'heure qui se fait sous écorce, celle-ci elle se fait vraiment dans le bois. Et l'idée, c'est vraiment d'assembler notre greffon, qui est la variété, sur notre porte-greffe. Par le greffage, on peut non seulement multiplier des variétés, mais on peut aussi changer des variétés ou changer de variétés sur des arbres déjà existants. Pour cela, nous allons faire du surgreffage, par exemple avec une greffe en couronne que nous pouvons effectuer là, simplement pour changer de variété. Admettons qu'on a une pomme golden, on recherche à avoir de la Boskop par exemple. Je viens simplement insérer mon rameau greffon de Boskop sur mon golden existant et ainsi on aura changé notre variété. Je suis vigneron caveur et pépiniériste. Ça fait 4 générations qu'on fait ce métier ici à Founet. Et on va greffer à peu près 800 000 plants par année qui vont être plantés sur 6 hectares de pépinière. Pour préparer un plant de vigne, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'étapes. C'est quelque chose d'assez compliqué qui se déroule sur 2 ans. Donc la première année, la vigne va nous produire des greffons qui sont issus des sarments en fait. Et parallèlement à ça, on va produire les porte-greffes qui sont en fait une culture de vigne, de la vigne qui va pousser au sol. Une des premières étapes de mon métier va être de me déplacer dans le vignoble et de sélectionner les meilleurs pieds de vigne. Et on va les noter. Ensuite, en hiver, pendant que la vigne est en dormance, on va retourner dans le vignoble, on va récolter ces greffons, ces sarments, rapatrier tout le matériel végétal dans nos ateliers et on va faire de même pour les porte-greffes qui seront aussi préparés toujours en atelier pendant la saison hivernale. Ces sarments vont ensuite être découpés œil par œil. Alors avant, on faisait ça à la main. Maintenant, on a une machine qui nous permet de calibrer très précisément. Et chaque bourgeon va nous donner le cépage par la suite. Ensuite, ces greffons vont être stockés en chambre froide à 2 degrés jusqu'au greffage qui débute en principe au mois d'avril. L'étape la plus importante du métier va être le greffage, qui est un travail qui demande une grande précision puisqu'on va devoir assembler le greffon et le porte-greffe et de faire marier les vaisseaux. Pour cela, on utilise une machine à greffer. C'est manuel. Il y a un couteau qui est sous forme d'oméga et puis qui nous permet de créer finalement un tenon et une mortaise pour que les 2 pièces tiennent bien l'une à l'autre. Tout de suite après le greffage, le plant de vigne est trempé dans de la paraffine pour éviter qu'il se dessèche en fait. Quelques semaines après le greffage, on va mettre ces plants de vigne dans une chambre chaude à 30 degrés et en fait on va faire réveiller les greffons, les bourgeons, qui vont donner naissance aux premières feuilles. On va planter ces plants en pépinière et ils vont faire un cycle végétatif complet. Et là, on va prendre soin de ces plantes en les protégeant contre les maladies, en désherbant mécaniquement les sols et en attendant en fait l'automne où les feuilles vont tomber. Et à partir de là, on pourra les arracher et les trier et les conditionner en chambre froide avant de les livrer le printemps suivant aux vignerons. Une des facettes du métier qui est très intéressante et vraiment importante, c'est de rencontrer le vigneron et de comprendre son besoin en fait, ce qui nous permettra de choisir le bon porte-greffe et le bon cépage. On voit vraiment dans le reportage à quel point le greffage, c'est quand même quelque chose de très complexe, qui demande beaucoup de précision, de multiples étapes. On le disait tout à l'heure, François Montet, est-ce qu'il existe des pistes pour simplifier ces différentes étapes? Est-ce que c'est plus de mécanisation? Est-ce que c'est possible? Oui, alors les pistes, c'est surtout disons, les économies d'échelle, c'est-à-dire que les pépiniéristes ont tendance plutôt à agrandir leur production de façon à faire des économies d'échelle. C'est surtout, oui, il y a des machines, surtout pour la partie végétative, c'est-à-dire la plantation de la pépinière, puisque la pépinière doit, après le forçage pour créer le cal cicatriciel, passe une année, disons,
un sol, donc de façon à se fortifier. Donc dans cette partie-là, oui, il y a des parties qui sont très mécanisables. Par contre, la manipulation même, je disais, le greffage, le test du coup de pouce, de savoir si la soudure a bien pris, si le plomb peut être commercialisé, s'il est assez solide, ça se fait. C'est uniquement manuel. Actuellement, ça se fait d'une façon manuelle. Il y a des machines qui arrivent sur le marché pour faire ça d'une façon mécanisée. Je pense que dans tous les processus, je pense que le seul processus qui sera peut-être un jour mécanisé ou pas, c'est vraiment le greffage proprement dit. Après, le problème de ces machines, c'est le coût, c'est de savoir si l'investissement en vaut la peine. En vaut la peine ou si on reste sur une partie plus manuelle avec intervention humaine. Alors, il y a un autre point aussi, c'est l'importation de greffons. La production de plants greffés en Suisse, est-ce qu'elle permet de couvrir la demande ou est-ce qu'il faut importer de l'étranger ? Selon les spécialistes, apparemment pas totalement, notamment en arboriculture où il y a beaucoup d'importations. Dans la viticulture, c'est partagé. La Suisse fait face notamment avec des coûts. On est dans un processus qui est pas totalement mécanisable. Et la Suisse fait face à des coûts de production et de travail humain qui est important. Mais il y a tout un aspect de sécurité alimentaire, de défense professionnelle et puis finalement d'auto-approvisionnement qui est important aussi de pouvoir répondre à des soucis très régionaux en termes de maladies, de pouvoir garder ce savoir-faire, ce terroir aussi ici et puis ces étapes avant d'entrer en production. Alors ça peut poser en effet des problèmes de devoir importer parce que quand on greffe comme ça aussi, on crée des clones qui ont tous les mêmes caractéristiques. Est-ce que du coup on va pouvoir lutter contre les nouveaux ravageurs, Danilo ? Disons que la variété en soi, elle évolue beaucoup plus que les porte-greffes. Donc on compte plutôt sur la variété avec des résistances à des maladies, à des ravageurs. Donc voilà, le porte-greffe, il a une part qui n'est pas si importante que ça par rapport à la variété. Donc voilà, c'est vrai que ça a été important pour la vigne. C'est vrai qu'en arboriculture, on a la pourriture du collet, on a le feu bactérien qui est arrivé, où le porte-greffe a quand même une influence, mais en fait on bosse beaucoup plus sur la variété qui est dessus, celle qui produit vraiment les fruits, et là on développe vraiment des résistances. Donc je pense que on est bon quand même. C'est une savante équation quand même, tout ça. Est-ce qu'on peut quantifier le taux de réussite d'une nouvelle plantation ? Est-ce qu'on sait plus ou moins ? Alors, le taux de réussite des plants qui sont greffés en pépinière, je pense qu'ils essayent de s'approcher de 95%. Après, ça dépend tout de quand on reçoit les plants, quand on les plante, si on les arrose tout de suite, et voilà. Donc, au niveau de producteur, quand il reçoit son paquet d'arbres, alors il doit commencer à vraiment en prendre soin. Il faut que la pépinière ait pris soin aussi. Si on a pendant une semaine, par exemple, pas arrosé des plants qui ont été arrachés, c'est très très compliqué de les faire démarrer. Je pense qu'entre 2 et 3% d'arbres qui ne reprennent pas, pour un producteur, c'est encore acceptable. Le ratio est quand même bon. Voilà, oui. Est-ce qu'il existe des banques de semences ? Ça, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui ? Mais comme on est dans de la propagation végétative, on n'a pas besoin de banque de semences et de faire de la cryogénisation, pardon, ouais, merci. Pas facile à prononcer, je suis d'accord. Mais on peut simplement faire des collections de maintien de matériel génétique et on les plante simplement, et puis ça suffit. Donc voilà, il y a des fois des petites mutations, mais normalement on arrive à maintenir ça simplement dans les vignobles ou dans les vergers en plantant. Alors je vous propose maintenant de passer à un autre sujet, c'est notre chiffre déchiffré. On va se pencher sur le lien entre élevage et production de gaz à effet de serre. Alors évidemment, on en entend régulièrement parler, on est souvent abreuvé de chiffres, mais où se situe la vérité ? Regardez. 18 à 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviendraient de l'élevage. C'est ce que prétend la juriste Saskia Stuckey dans un article de 20 minutes titré « La viande devrait être plus de 2 fois plus chère ». Ce chiffre est incorrect. Dans un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine humaine se montent à 52 gigatonnes. L'agriculture, l'activité forestière et l'utilisation des terres, que le GIEC regroupe sous l'acronyme AFOLU, totalisent 12 gigatonnes, soit environ 24%. Mais dans ce chiffre global, l'agriculture ne représente qu'un peu plus de la moitié, soit quelques 12% des émissions totales. L'écart entre le taux avancé par Saskia Stuckey et le rapport du GIEC est donc énorme.
Il est encore plus gigantesque quand on sait que l'élevage, en Suisse, ne contribue qu'à 50% des émissions liées à l'agriculture. On peut donc raisonnablement en déduire que l'élevage est responsable d'un peu plus de 6% des émissions de gaz à effet de serre. Et au passage, il est bon de rappeler que l'agriculture et l'activité forestière permettent de stocker du carbone, contrairement aux autres activités humaines. François, les liens entre élevage et gaz à effet de serre sont régulièrement surestimés dans les médias. Ça, c'est pas nouveau, comme l'ont déjà montré d'ailleurs plusieurs chiffres déchiffrés, cette rubrique dans notre émission. Comment est-ce qu'on peut faire passer le message que alimentation, agriculture et élevage sont trois choses différentes, notamment en termes d'équivalent CO2 ? En communiquant et en communiquant de façon non simplifiée, en décryptant des chiffres comme c'est fait ici, je crois qu'il y a quelque chose où tout le monde se rejoint aujourd'hui, c'est que notre alimentation, elle a un effet, elle a un bilan carbone positif. Ça crée de toute façon, de par ce qu'on mange, on a une influence sur les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, où l'agriculture, elle, n'est pas forcément responsable, c'est qu'elle doit produire en fait ce que le consommateur ou la consommatrice consomme. Et là où souvent l'agriculture suisse ou l'élevage en elle-même est attaqué, c'est du fait que en mangeant de par la viande ou de par sa production, elle a un effet positif. Mais tant que l'on n'est pas à 100% d'auto-approvisionnement, comme c'est le cas en Suisse, notamment aussi dans la viande, finalement, ce bilan carbone, il ne sera pas meilleur en réduisant finalement la production ici en Suisse, puisqu'on devra importer des denrées alimentaires qui viennent de l'extérieur. De plus, on voit, et dans les normes du GIEC, c'est sur des valeurs internationales en production agricole, on le voit à travers des démarches comme AgroImpact qui fait des bilans carbone au niveau de l'exploitation suisse en mettant en avant la production suisse. On voit que finalement les normes et les coûts de CO2, le CO2 produit par calorie, par unité de viande produite, est finalement plus faible chez nous avec nos systèmes de rotation de culture basés sur les herbages que dans des normes internationales ou dans des systèmes beaucoup plus intensifs à l'international. Alors vous disiez il faut communiquer. Ben, on voit que en fait, dans cette rubrique, l'article qui est paru dans le 20 minutes, c'est un document qui a été sponsorisé par un consortium regroupant des banques, des producteurs d'électricité, constructeurs automobiles, entreprises d'électroménager. Est-ce que ces pressions sur le changement de mode d'alimentation ne sont pas une manière finalement de compenser le refus de changement de la société par des adaptations alimentaires ? Bien sûr que si la foresterie et l'agriculture étant un secteur économique finalement qui n'occupe que quelques pourcentages de personnes et ne crée de la plus-value qu'à hauteur de quelques pourcentages en Suisse, il y a de fortes pressions en termes économiques de la part de ces milieux de mettre le doigt sur d'autres milieux qu'eux-mêmes et d'éviter des adaptations dans leur secteur d'activité. Merci François. Maintenant, en route pour notre sujet filière, période pascale oblige, on va s'intéresser à l'élevage des agneaux. Alors, visite guidée du domaine Vitagno à Cher. L'agneau que nous produisons, on peut le cuisiner de mille et une façons, mais ce que nous recherchons, c'est vraiment ce goût raffiné et pur de l'agneau. Bienvenue sur le domaine de Vitagno. Il est situé sur la commune de Cher, proche de la Grande Carrissière. Je l'exploite avec ma compagne. Nous exploitons une petite ferme avec des moutons et des chèvres. Sur l'exploitation, nous avons 600 brebis de race plutôt viande. La période de lutte, ce qu'on appelle la remonte chez le bétail laitier, dure 2 cycles, 2 fois 17 jours, respectivement 34 jours. C'est la période où le bélier va féconder la femelle. Et puis ensuite, la femelle, elle a une durée de gestation de 145 jours, grosso modo. On a 3 périodes cibles d'agnelage. On a principalement la période hivernale qui se situe de janvier à février-mars. La deuxième plutôt sur le mois de juin. Et puis la troisième, août-septembre, voire début octobre.
Donc nous sommes sur place pour s'occuper de l'agnelage, pour garantir que l'agneau ait administré le colostrum de la mère. Le colostrum, c'est la première traite de la brebis. C'est le lait qui contient un max d'anticorps et puis ce qui permet la survie du nouveau-né. Et puis à ce moment-là, la mère, très vite, elle va se lever et puis elle va lécher l'agneau pour éviter qu'il se refroidisse. Il faut savoir que la brebis, elle a 2 trayons et puis elle peut élever que 2 agneaux. Donc quand nous avons des triplés ou des quadruplés, nous enlevons les surnuméraires et puis nous les élevons artificiellement avec le lait des chèvres. Et la laine, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, notre laine est valorisée en Allemagne. On l'utilise pour de l'isolation. La phase d'engraissement se situe principalement sur l'exploitation. Donc les agneaux, dès leur naissance, ils sont introduits dans un box avec 5 à 10 brebis pour éviter que l'agneau perde sa mère. Et puis ensuite de ça, on passe ce lot de 10 brebis qui allaitent dans un lot de 50 voire 100 moutons. La phase d'engraissement, elle dure environ 100 à 120 jours avec les serras de la ferme pour atteindre un poids vif de 45 kg, grosso modo. Les critères d'état d'engraissement sont d'une part le poids et de deux, c'est la couverture graisseuse sur le dos. On atteint une note corporelle d'environ 3, ce qu'on appelle 3 mm de gras sur les côtes. Les animaux partent de l'exploitation pour rejoindre l'abattoir à Avenches, où ils sont abattus, mis à mort, le terme juste, et ensuite ils reviennent sur l'exploitation à notre laboratoire pour être découpés par moi-même, qui effectue la découpe et la transformation à la boucherie. Les agneaux sont vendus sur les marchés hebdomadaires à Fribourg, à Yverdon. Ensuite, une partie est vendue à notre self-service, ouvert tous les jours, et puis une autre partie est vendue aux restaurateurs locaux. Les périodes fastes pour les ventes sont Pâques, l'été avec le tourisme, et puis l'automne lors des bénichons. Mais nous produisons de l'agneau toute l'année. L'agneau pascal, c'est une tradition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va respecter cette tradition ici sur le plateau? Oui, j'en mangerai autour des fêtes de Pâques. J'en mange aussi quelques fois pendant l'année, mais pas très souvent en fait. Pas très souvent. Est-ce qu'on a des chiffres, François, sur la consommation d'agneau en Suisse? Oui, on sait de façon générale que la viande de mouton est à peu près consommée à hauteur de 5 kg par habitant en Suisse et par année. Par contre, il y a à peu près seulement 40% de cette viande qui provient de Suisse. Le reste est importé. Importation, est-ce que ça peut être un problème, Danilo? On imagine que oui, parce que d'où vient la viande? Quelles sont les normes? Sont-elles respectées? Il y a beaucoup d'agneaux qui nous viennent de Nouvelle-Zélande et d'Australie, et puis il faut savoir qu'ils sont souvent dépecés sur place et congelés. Donc moi, franchement, quand ça vient de ce genre de pays, j'en mange pas. Je mange beaucoup de Suisse, c'est vrai que c'est saisonnier. Après, je fais des fois des exceptions avec de l'irlandais ou du français, mais normalement, c'est... Ça reste européen. Voilà, et puis c'est saisonnier pour moi. C'est par saison, je n'en mange pas toute l'année de toute façon. François, c'est quand même hyper important de valoriser de toute façon les filières suisses, on est bien d'accord? Ah ben, bien sûr, après, c'est vrai que la viande ou la production d'agneaux et de moutons au sens large, elle a un avantage comparatif en Suisse, dans certaines régions plutôt que dans d'autres. C'est vrai que c'est difficile pour ces élevages de lutter face à d'autres productions agricoles en plaine. Par contre, quand on est dans des régions où on peut alper les moutons, où finalement ils sont en hiver en plaine, mais ils montent à l'alpage l'hiver, quand on est sur l'agriculture qui est parfois pas totalement professionnelle, avec un emploi à côté, là la production d'agneaux souvent et de moutons prend une importance un peu plus grande. On a à peu près 350 000 moutons qui sont aujourd'hui gardés en Suisse et élevés en Suisse chaque année. Et puis il y a des défis. Il y a des défis, on a souvent parlé du loup, on entend beaucoup parler du loup dans les médias. Il y a d'autres défis, notamment sanitaires. On vit actuellement une crise sanitaire avec la question de la langue bleue qui met à mal en termes de liquidité, en termes de production, en termes financiers. Spécifique pour les agneaux. C'est les agneaux et les bovins enfin c'est les moutons et les bovins qui sont touchés par cette maladie, avec jusqu'à 5% de mortalité chez les animaux touchés chez le mouton. Un autre point dont on a parlé dans le sujet rapidement, c'est la valorisation de la laine qui part sur l'Allemagne. Pourquoi il n'y a pas de valorisation en Suisse?
De façon générale, l'industrie du textile, par les coûts en Suisse, a été démantelée il y a maintenant 150 ans à peu près. Il y a des failures de valorisation, notamment artisanale, qui restent. On sait que dans certaines régions, et chez les nez noirs ou d'autres moutons, des batchs de laine sont gardés chez les agriculteurs, sont mis ensemble, envoyés en Belgique notamment pour le nettoyage, parce qu'il n'y a qu'au niveau de la Belgique et dans une seule centrale qu'elles peuvent être nettoyées et valorisées pour des produits à très haute valeur ajoutée, Swiss Wool, qui est notamment utilisé chez un grand fabricant suisse d'habits de montagne. Alors, il est temps, oui, je suis désolée, on a déjà enchaîné, Danilo. Il est temps maintenant de retrouver notre nouvelle rubrique, le rendez-vous agriculture et son invité. Chaque mois, l'auteur de l'un des chapitres de Culture paysanne, un ouvrage à paraître cet automne, nous rejoindra sur le plateau. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Pidou, qui a été rédacteur en chef d'Agri, puis directeur de l'enseignement agricole du canton de Vaud jusqu'en novembre 2024. Pour Culture paysanne, il est l'auteur d'un texte intitulé « Presse agricole vaudoise, histoire et évolution ». Bonjour Christian. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, quand est-ce qu'elle est née, cette presse agricole, et à quels besoins est-ce qu'elle répondait à l'époque? Alors, elle est née à la fin du 19e siècle pour répondre à deux besoins, en fait, avec deux objectifs. Le premier, c'était de transmettre les résultats techniques de la recherche agronomique naissante. On a parlé tout à l'heure de la revue de la station de recherche de Lausanne. De cette station de recherche est né un premier bulletin qui était là pour informer les agriculteurs. Station qui, je le rappelle, a été créée en 1886. Exactement. Et puis ensuite, il y a un deuxième objectif, c'est que la fin du 19e siècle, c'est l'arrivée du chemin de fer en Suisse, avec l'importation de denrées alimentaires venant de toute l'Europe, à des prix souvent plus bas que les denrées alimentaires suisses. Et puis là, les agriculteurs, enfin le monde paysan a dû se fédérer, se défendre par rapport à ces importations. Et la presse agricole a eu comme objectif aussi de fédérer les agriculteurs, de les informer, de les réunir et de se défendre par rapport et de créer une politique agricole. C'est étrange, mais c'est des sujets qui semblent encore très actuels. Complètement. La presse agricole, est-ce que c'est une presse qu'on peut qualifier de spécialisée, destinée aux agriculteurs, ou bien est-ce qu'elle parle d'agriculture au grand public? Alors, il y a eu une évolution. À la naissance de la presse agricole, il y a eu deux types de presse. Une presse privée, par exemple le journal Terre et Nature aujourd'hui, qui s'appelait Le Sillon romain, et une presse institutionnelle, par exemple Terre vaudoise, qui aujourd'hui s'appelle Agri et s'adresse à toute la Suisse romande. Et on a ces deux types de presse-là, et elle s'est spécialisée. La presse Agri, par exemple, est devenue typiquement un organe de communication avec les agriculteurs, alors que Terre et Nature est devenu un organe de communication avec le grand public, mais qui parle d'agriculture. Donc au début, elles étaient concurrentielles, aujourd'hui, elles sont très complémentaires. Plutôt jumelles. Voilà. Et comment elle se porte, cette presse agricole aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait face aux mêmes défis que la presse en général? Elle fait face aux mêmes défis, c'est-à-dire la numérisation, mais elle fait face à la numérisation et la problématique de la publicité. Mais la presse agricole se porte par rapport à la grande presse relativement bien parce qu'elle n'a pas perdu ou moins perdu ses marchés publicitaires. Les annonceurs, pour communiquer les nouvelles machines, les nouveaux produits, etc., ils utilisent encore beaucoup la presse agricole. Ils passent par la presse agricole. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, en tout cas, Christian, d'être venu nous trouver. Et on se réjouit donc de lire votre article dans l'ouvrage à sortir cet automne. Et puis, eh bien, quant à nous, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie d'être venu nous trouver, d'avoir partagé ces différents points de vue, ces différentes visions. Encore à vous dire que Prométhère sera présent dans le cadre du 30e anniversaire au comptoir du Nord vaudois qui aura lieu du 6 mars au 28 avril à Yverdon. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous donne bien évidemment rendez-vous pour un prochain numéro d'Agriculture durable, on va y arriver, qui sera consacré aux concours agricoles. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Prométhère, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch
et paysannes et paysans suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.